Bonsoir à tous. Donc, avec mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de vous accueillir à Pirou pour notre projet de parc naturel. On a essayé que la nature reprenne un peu sa place et que ce soit beaucoup plus facile pour la biodiversité d'exister. Ça redonne une vie culturelle, naturelle, autre à Pirou, et on n'a pas que la vue de la plage. Alors le thème, vous le savez, le thème de notre table ronde de ce soir, hein, c'est intéressant, c'est comment faire avec le déjà là. Et alors c'est une question en plus qu'on vous pose, c'est pas une affirmation, c'est une question. Comment finalement imaginer, dessiner, aménager l'espace en s'appuyant sur l'existant? Comment faire avec et non contre ce qu'offre naturellement l'environnement? Ici, peut-être un vieil arbre tordu, mais sublime. Comment faire avec une courbe dans le paysage, avec une population parfois de caractère, avec des compétences locales? Pour le dire autrement, comment opérer une petite révolution dans l'écosystème des métiers du paysage au profit d'une approche beaucoup plus intégratrice, où le simple et le beau, finalement, le simple et le beau, reviennent au cœur de certaines utopies rustiques. Tel est le thème que nous allons devoir explorer ensemble ce soir, et j'aurai le grand plaisir de l'animer à vos côtés. Et ce thème, nous allons l'explorer, mais non seulement, nous allons aussi le jardiner ensemble, puisque je crois que, en vous écoutant, en préparant cette table ronde, je crois que tout s'invente au fur et à mesure du travail. Et à nos côtés, pour explorer ce sujet, en fait, 4 experts du jardin, mais pas du jardin d'aujourd'hui, du jardin de demain, puisqu'ils sont en train d'inventer, de réinventer leur métier. Et je les vois saisis d'un fou rire. Mais ça va passer, n'est-ce pas, François? Donc à nos côtés, je commence par la gauche, François Roumet, enfin à ma gauche, mais c'est à votre droite. François Roumet, enseignant de à l'École nationale du paysage de Versailles. Vous êtes notamment responsable du département écologie au sein de l'école, paysagiste concepteur, co-auteur de l'ouvrage Utopie rustique dont nous allons parler dans quelques instants. À vos côtés, Camille Fréchou, enseignante jardinière indépendante, vous aviez insisté, et co-autrice de l'ouvrage Utopie rustique. C'est peut-être pour ça. Thibaut Guézet, donc vous êtes paysagiste au sein de l'agence dont vous êtes président Novascape, maître d'œuvre de l'aménagement du parc de Pirou qui est derrière moi, et Marc Vatinel à mes côtés, paysagiste également, maître artisan au sein de l'atelier Le Précaré. Et vous êtes aussi dans l'équipe de maîtrise d'œuvre de l'aménagement du parc de Pirou. Jusque-là, tout va bien. Alors, on s'était promis ce soir qu'on allait parler du comment faire avec le déjà là. On allait aussi parler de cet ouvrage qui fait couler beaucoup d'encre, qui donc porte le nom de Utopie rustique, qu'on aura le plaisir de découvrir, je crois, en début d'année prochaine. Saisissez-vous de... On aurait dû l'avoir, mais on ne l'a pas encore. L'éditeur tarde un petit peu à sortir cet ouvrage. Il aurait dû sortir début septembre, et ça sera pour la fin de l'année, début de l'année prochaine. Voilà. Et donc, ça vous laisse peut-être encore plus en appétit, peut-être qu'il sera... Alors, c'est trop tôt, malheureusement, pour le mettre sous le sapin de Noël, mais ça sera peut-être pour Pâques. Il y a un prospectus qui le présente, qui est sur la table derrière vous. Voilà, que vous pourrez prendre avant de partir. Donc, c'est un ouvrage collectif, c'est ça aussi qui fait son charme. C'est un ouvrage collectif, si je ne dis pas de bêtises, d'une vingtaine d'auteurs. Donc, rien que dans la méthode, il est collectif. Et il invite d'ailleurs au travail collectif. Et c'est intéressant parce que, alors si je n'ai pas pu découvrir le livre puisqu'il n'est pas encore sorti, j'ai pu voir néanmoins un peu son sommaire et ses grandes têtes de chapitre, et on y voit que finalement on y découvre une méthode de travail plutôt qu'une leçon, mais une méthode de travail pour imaginer le jardin de demain, et alors des jardins qui sont complètement différents finalement des jardins qu'on a l'habitude de promouvoir en France. Et alors surtout ce qui vous anime, si je ne dis pas de bêtises, c'est surtout d'essayer d'inventer des jardins où finalement on essaye de faire abstraction de cette notion d'abondance, et on essaye de prendre en compte le fait que les ressources deviennent rares
et que l'environnement qui nous entoure est en train de changer. Oui, c'est exactement ça, mais on commence déjà par regarder ce qu'il y a sur place, parce que comment faire avec le déjà là, il faut commencer par le lire, le comprendre, il faut commencer par passer du temps avec les gens, avec Madame le maire, avec d'autres élus, avec les habitants, des associations qui sont sur place, reconnaître le site, et donc le regarder, le dessiner, s'en imprégner, en parler, chercher des documents. Donc c'est à partir de là qu'on peut travailler et qu'on peut se projeter. Et je ne suis pas tout à fait d'accord. On présente un certain nombre de lieux qui ont été produits. Ce sont des parcs, ce sont des jardins, ce sont des cours d'immeubles. C'est très classique. Il y a des fleurs, il y a des arbres. Il y a cette notion d'abondance et de générosité, pareil. Bon, c'est peut-être pas organisé tout à fait comme dans les bouquins, mais ça reste des lieux très agréables et très humains, surtout très humains. Et alors, dans la préface de ce livre, que vous prétendez même être un manifeste, en fait, j'y ai vu apparaître ce mot de manifeste, vous nous expliquez qu'il faut agir ici et maintenant. Quelle est cette intention ? Agir, c'est-à-dire on agit vraiment avec le local, avec ce qu'il y a sur place, avec ce qui est là vraiment sous nos mains, sous nos pieds. Et on agit de manière économique. Économique et écologie, c'est la même racine, c'est le même mot au départ en grec. C'est le mot maison. Donc l'économie de la maison, l'économie du lieu, c'est pareil. Et on est complètement dans cette idée-là de faire avec économie, en usant pas de matériaux extraordinaires. L'extraordinaire, c'est les savoir-faire qui seront amenés et qui seront croisés, qui vont se rencontrer, qui vont se découvrir quand on construit un belvédère, quand on organise une gestion forestière ou quand on décompacte un lieu pour lui redonner de la vie et faire revenir justement des fleurs là où on ne les attendait pas. Donc ici, maintenant ou demain, on essaye de faire en sorte que ce qui était utopique, ce qui était a priori irréalisable, le tas de cailloux redevienne quelque chose de vivant. On essaie de ramener la vie et la faire s'exprimer là où elle est potentiellement, parce qu'elle est un peu partout, enfin, sous nos latitudes et à nos altitudes. Évidemment, si on était en haut du Mont Blanc, ce ne serait pas pareil, mais là, on est, si on prend la carte des exemples qu'on développe, on est dans la France métropolitaine où il n'y a pas de problème, quoi. Où il y a de l'eau, du soleil, tout va bien. Pour l'instant. Ma question suivante peut s'adresser à l'un ou à l'autre de vous deux, puisque vous êtes co-auteur de cet ouvrage avec d'autres. Et du coup, je m'intéresse aussi au choix que vous avez fait d'utiliser ce terme de rusticité. On en avait discuté, on entend beaucoup, c'est un terme très galvaudé aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la frugalité, qui est un terme aussi utilisé par certains, notamment architectes, donc un métier que vous connaissez bien aussi. Alors pourquoi le choix du terme de rusticité ? Je vais te passer le micro pour qu'il raconte, parce que c'est vrai que moi, c'est un mot que, avant qu'on en parle et qu'on le mette sur la table, c'est pas un mot que j'utilisais moi forcément, Meryl non plus, je pense, mais c'est intéressant parce que finalement, de l'avoir remis, de l'avoir ramené sur la table comme ça, il s'est trouvé être très adapté. Et donc c'est pour ça que je vais te laisser le définir. Ça reprend peut-être un peu ce que vous disiez tout à l'heure avec le mot des jardins, comme on n'a pas l'habitude de voir. Ça renvoie au départ rustique, un peu rugueux, un peu rêche. Mais en fait, c'est très fonctionnel. C'est comme un manche d'outils. C'est un manche qui est complètement adapté à la main, qui est lisse et qu'on tient bien, et pour laquelle on n'a pas mal à la main. Donc c'est des espaces dans lesquels on se sent bien, très simplement, et qui sont aussi donc économiques et qui vivent par tous les temps, puisque le changement climatique va les affecter, mais je pense qu'ils seront beaucoup mieux résistés que des espaces beaucoup plus sophistiqués sur lesquels, s'il y a un problème d'eau, l'eau sera coupée, ça tombera.
les espaces qu'on montre, qu'on décrit, tiendront beaucoup mieux le choc, parce qu'ils sont pauvres. Et donc pauvres, les plantes se sont installées dans cette sobriété, dans cette rusticité. Elles seront adaptées, elles auront développé des systèmes racinaires qui leur permettra d'encaisser mieux les changements qu'on peut avoir, les différences de température, comme on a eu cet été, qui surgissent tout d'un coup, puis après les trompes d'eau qui viennent. Là, parce que le milieu sera devenu poreux, donc les racines seront allées profondément, l'eau pourra s'infiltrer, donc c'est des lieux qui vont retrouver une certaine sophistication dans leur fonctionnement, tout en étant très plastiques. Mais ça faisait mieux de dire utopie rustique que plastique. Effectivement. Et ça renvoie aussi à des savoir-faire qu'on retrouve. On parle du plessage, par exemple, donc plier des brins de noisetier ou d'orme ou de frêne. Donc c'est des techniques qui sont paysannes, qui ont déjà été utilisées par le passé. Donc ce mot rustique renvoie à ces savoir-faire paysans ordinaires, vulgaires. Et c'est ceux-là qu'on utilise, parce qu'ils sont manuels. C'est autant dans le choix des essences et des espèces que dans la méthode de travail et le choix des savoir-faire. Oui, puis dans ce que tu dis aussi, c'est qu'il y a ce côté réparable. C'est vrai, si on se positionne du point de vue de l'objet, parce qu'on dit une plante rustique, mais il y a aussi une construction ou un artefact rustique comme ça, c'est aussi quelque chose qu'on est capable soit de fabriquer soi-même, soit de faire à la forme de sa main. Tu parlais d'un manche, d'un outil, mais c'est aussi la notion aussi de réparable. Enfin, je pense dans tous les aménagements et les techniques qui sont mises en œuvre, c'est des choses qui peuvent être facilement, enfin qui sortent d'une forme d'obsolescence aussi, quoi, pour utiliser des gros mots, mais c'est pour ça que moi j'y attachais aussi la notion de bricolage, qui est un mot, peut-être que moi j'utilisais plus ce mot-là, mais il a été très déprécié, mais il y a cette idée aussi de pouvoir improviser en fait avec des choses qu'on a sous la main, et toujours cette idée de réparer en fait, et puis d'ajuster, d'être dans du sur-mesure. Donc peut-être que j'extrapole un peu le mot rustique, mais il y avait cette idée-là aussi du sur-mesure en fait, qui est quelque chose de très précieux et qui est fait avec les matériaux, les savoir-faire et la météo de l'instant. Et la météo de l'instant. Dans cet ouvrage, j'ai aussi l'impression que vous insistez beaucoup sur l'importance d'une étape qui m'a l'air décisive, c'est celle de l'état des lieux. En fait, quand vous appréhendez un nouvel espace à jardiner, à aménager, et qu'est-ce qu'on y trouve en fait dans cet état des lieux ? Je vais laisser parler mon vieux prof. Tu peux dire prof tout court, vieux, non. Voilà, ton aîné. État des lieux, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est reconnaître ce qu'on a sur place. Donc, et c'est ce qu'on enseigne aussi aux étudiants, c'est regarder. Et une des manières pour regarder un lieu, c'est de le dessiner. Parce qu'il faut commencer par s'asseoir ou rester debout, mais rester tranquille, un peu à l'écoute, comprendre d'où vient le vent, c'est quoi ce terrain, qu'est-ce que c'est que cet arbre, comment il est positionné. Donc l'état des lieux, c'est rentrer dans le site, mais rentrer pas seulement physiquement, rentrer par la tête, être présent dans le site et le ressentir fortement. C'est quelque chose de à la fois très simple, mais très humble finalement, et où on redevient soi-même humble, parce que quand on est en train de le regarder, quand on est en train de dessiner, on n'est rien, et n'importe quel passant pourrait dire « Oh, qu'est-ce que tu dessines là, ça vaut pas grand-chose ». Oui, mais on s'en fout de la maladresse. Ce qui est important, c'est ce qu'on comprend du lieu et ce qu'on arrive à en sortir. C'est peut-être un détail, et c'est peut-être un rapport de lumière, c'est peut-être une proportion qui est intéressante. L'état des lieux, c'est être présent sur le site. C'est presque spirituel finalement. Mais on n'en parle, on le dit jamais aux étudiants, on le dit jamais aux gens comme ça. Je le dis là parce que c'est ce soir, mais parce que là je suis obligé de prendre du recul, mais finalement c'est ça. On est avec le lieu. Je sens Marc qui veut réagir. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. L'état des lieux, c'est pas du tout la même expression que quand on fait l'état des lieux, quand on loue un appartement. C'est plus compliqué que ça, effectivement.
et c'est beaucoup de silence, beaucoup de non-vus. C'est compliqué à faire, un état des lieux, en fait. C'est pour ça que tu parlais d'humilité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas simple. C'est aussi d'essayer de deviner l'inaudible, l'invisible. On parle d'état des lieux, ça sous-entend que dans un lieu, il y a déjà plusieurs lieux. Donc voilà, c'est vrai que c'est de l'écoute, il faut deviner ce qui se passe. Je ne sais pas, si on arrive en hiver, il faut deviner ce qui peut se passer en été, il faut comprendre la sécheresse qui a eu lieu il y a 2 ans. Il y a pas mal de choses, et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est indispensable, effectivement. Donc c'est aussi bien sur le matériel que sur l'immatériel, finalement. Ouais. C'est un état des lieux global de ce que vous voyez, de ce que vous ressentez, de ce qui est là à l'instant présent ou pas. Et c'est pour ça que c'est important de parler avec des gens qui le fréquentent, parce qu'ils ont une vision. Les gens qui habitent autour voient le lieu de leur porte, et savoir leur vision, c'est aussi intéressant et c'est important, parce que nous, on va le voir à un moment donné, toc, comme on est là aujourd'hui, mais hier, c'était pas pareil. Et ce que tu disais, ils ont la mémoire ils ont une mémoire du site. On va revenir sur ce sujet du collectif et de la manière dont vous travaillez avec les habitants, parce que c'était quand même au cœur du sujet du déjà là, finalement. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette quelques images, finalement, pour présenter un peu cet ouvrage qui arrive dans quelques semaines, si les auteurs me donnent le feu vert. Utopie rustique est un manifeste pour de nouvelles manières de fabriquer le paysage. Il prend acte des bouleversements écologiques et sociaux contemporains. Chez les paysagistes comme ailleurs, il est plus que jamais nécessaire de parler d'expérimentation, de recherche pour rajeunir le monde de l'aménagement, en prendre le contre-pied pour transformer des lieux et leur donner de nouveaux usages. En germe depuis 30 ans, au département écologie de l'École nationale supérieure de paysage de Versailles, l'ouvrage s'est nourri de nombreux ateliers pédagogiques au fil des ans. Une phrase résume cette approche: conduire le vivant, le droit à l'erreur. Une partie de la génération formée par ces enseignements s'est appropriée à son tour cette vision du paysage. Des projets nourrissent ce courant engagé, à la fois naturaliste, technique, artistique et politique. Nous y parlons de l'économie des moyens, faire peu avec les ressources que l'on a sous la main, développer le provisoire, croire au léger, se regrouper en collectifs de travail complémentaires, fabriquer collectivement des espaces publics où le mot commun a un nouveau sens, recenser avec soin les ressources qu'offrent tous les sites pour préparer un avenir robuste et durable, modeste et beau. 17 expériences vécues composent les utopies rustiques. Cet ouvrage collectif raconte ces histoires en 3 chapitres. Les ferments historiques, les expériences ressources, les créations porteuses d'espoir, et les fait dialoguer entre elles. La famille professionnelle à l'origine de cet ouvrage regroupe une 20aine d'auteurs. Beaucoup d'entre nous sont paysagistes, parfois réunis en collectif de travail. Professionnels en activité, enseignants, retraités ou encore en formation, nous sommes rejoints dans l'écriture par des bénévoles, des amis embarqués dans ces dynamiques en chantier. La parution de l'ouvrage conclut 8 années de recherche et d'échanges de pratiques, d'écriture collective et de rencontres, d'enquêtes et de documentation minutieuse. Moi, je vais dire ce que ça m'évoque, mais je pense que tu pourrais aussi dire la même chose. Thibaut, pour nous, c'était un atelier qu'on avait à l'école. C'était l'atelier 3 qui s'appelait Conduire le vivant. Le sous-titre, c'était le droit à l'erreur. Et donc, c'était finalement notre premier atelier de projet où on faisait cet aller-retour entre l'atelier, la table à dessin et puis le terrain. Et où en fait, ce qu'on vient de vous raconter sur la question de l'état des lieux, sur la lecture d'un site, tout ce travail-là qui en fait est déjà de la conception en fait, parce que dans ce qu'il vous disait sur aussi la forme de sensibilité particulière, il y a déjà une subjectivité, donc il y a déjà une accroche avec ce qui est déjà là très forte. Et donc on apprenait ça en fait, à faire un état des lieux soigné, fourni, et puis ensuite à dessiner un espace, et puis à y retourner, à se mettre en chantier, à tirer des leçons aussi. C'était il y a longtemps, hein, donc toi tu continues à faire cet atelier, mais dans mon souvenir en tout cas, voilà, on se permettait de dessiner, de revenir sur le terrain, de faire un rebond
pour avoir une lecture critique sur ce qu'on avait dessiné, et puis aussi de tester des choses en chantier. Je pense que le prof le raconterait vachement mieux que moi, mais en tout cas, nous, ça a été déterminant en tant qu'étudiante, parce que, en fait, on comprenait aussi que cette étape de terrain était une continuité directe et faisait part entière du travail de conception. Parce qu'en fait, si on prend des marchés classiques, on se retrouve très vite à avoir scindé d'un côté cette part de dessin, de conception qu'on peut avoir en atelier, en bureau, et puis après ensuite la mise en chantier. Donc cette question du droit à l'erreur, en fait, elle nous apprenait à ne pas scinder ces deux phases-là, à faire des allers-retours, et puis aussi je ne sais pas si je raconte bien le droit à l'erreur, mais de se dire qu'en fait, il faut expérimenter, il faut essayer. Il faut faire, il faut se confronter aussi à l'espace, à la matière, pour pouvoir s'affûter comme un bon couteau. Un peu une citation d'un médecin qui disait que la marche, c'est une suite de déséquilibres. Quand on marche, finalement, on fait un pas, on se met en déséquilibre et on se rattrape. Et quand on travaille avec des étudiants, parce que tout est parti de travaux avec des étudiants, avant de passer dans des projets on va dire professionnels ou d'animation, tels qu'ils sont décrits dans le bouquin. Donc quand on travaille avec des étudiants, on fait avec leurs erreurs. Et qu'ils fassent des erreurs, et on en fait tous, c'est absolument pas grave. Ils sont là pour faire des erreurs. L'essentiel, c'est de comprendre et qu'ils comprennent et que nous comprenions avec eux où sont les erreurs et que nous puissions ensemble rebondir dessus et les corriger. Et hop, on avance comme ça. Bon, ça dandine un peu au début et puis progressivement, on a une démarche cohérente et on arrive à un but. Donc le droit à l'erreur, c'est accepter, c'est se mettre aussi, là aussi dans une position humble, de se reconnaître et reconnaître les autres pour ceux qu'ils sont, mais aussi pour ceux qu'ils sont capables de se dépasser et qu'on est capable de se dépasser. Et toujours dans cette notion d'humilité, vous m'avez tous les deux, d'une manière différente, mais plus ou moins dit la même chose. Vous m'avez dit qu'en fait, on n'a pas la prétention de faire des choses qui sont éternelles. Mais du coup, je rebondis parce que toi, le droit à l'erreur, mais c'est lié. C'est que toi, tu le vois comme quelque chose que tu nous donnais quand on était étudiant, mais moi, c'est une très grande leçon aussi qu'on a dans notre pratique en fait de projet. Et donc, est-ce qu'on fait des choses éternelles ? Ça, je sais pas, mais en tout cas, ça forge une certaine humilité de travailler avec le vivant en fait. C'est-à-dire que il faut qu'on maîtrise beaucoup de choses. Qu'on ne maîtrise finalement pas complètement. Enfin, cette question de travailler avec des plantes, avec un climat, avec un sol, ça fait qu'on maîtrise. Il marche, ça va ? On vous entend. Souvent, en plus, c'est des projets, une fois qu'on a fait le projet, si on a de la chance, on peut revenir plusieurs fois pour assurer un suivi, mais finalement, et c'est ça qui est super, c'est qu'on doit passer le relais à un ou une jardinière après. Et donc de fait, y a quelque chose qui nous échappe et c'est tant mieux. Enfin, il y a une transmission qui se fait. Et donc bon, la question de l'éternité. Finalement, vous négociez avec le vivant, sans arrêt. C'est ça, vous négociez. On n'a pas la prétention d'être des concepteurs avec un grand C. On est des concepteurs à un moment et on est des acteurs comme tout le monde. On est dedans parce qu'on a regardé le lieu. Et c'est aussi ça qui fait l'importance de l'état des lieux, c'est qu'on est dans le lieu et on est avec le lieu. Donc, comme nous, on ne fait que passer, et le lieu continuera après avec d'autres acteurs. Et c'est très bien, quoi. On entend bien cette notion de continuité qui est ressortie de nos échanges. Je vais me tourner maintenant vers Thibaut et Marc parce qu'évidemment on est à Pirou, donc on va parler du parc, évidemment, on va parler du parc du Jargon des Oies, on va parler aussi des oies, forcément,
impossible de parler du parc sans parler des oies, mais avant qu'on vous présente quelques très belles images du parc et de sa conception, est-ce que vous pourriez, même si Madame le maire est déjà revenue plus ou moins sur la manière dont ce projet est arrivé, mais l'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, comment ce projet est arrivé jusqu'à vous, et aussi quel a été à un moment donné le rôle clé du CAE de la Manche aussi pour faire en sorte que ce projet soit un peu différent d'un autre. En tout cas, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir, en tout cas, pour cet échange. Donc, moi-même et donc Marc Vatinel et les restes du membre du groupement, donc on a répondu à une consultation de maîtrise d'œuvre avec une consultation qui était un peu particulière, qui avait été coélaborée notamment avec l'assistance du CAE de la Manche. Et donc cette aventure en fait nous a permis d'engager à la fois un projet de maîtrise d'œuvre un peu classique où on sollicite un maître d'œuvre comme un architecte pour construire une maison qui va avoir une mission un peu de conception et de suivi, et puis aussi des missions complémentaires qui étaient un éventail de potentielles mobilisations que la collectivité pouvait activer, et qui nous a permis de faire évoluer tout au long des 4 ans, en tout cas de contractualisation qu'on avait avec la commune, de pouvoir réajuster à chaque fois la trajectoire du projet et d'engager à la fois des ateliers chantiers avec les services techniques pour échanger sur des questions du savoir-faire, de pouvoir organiser des ateliers avec l'école de Pirou, d'accueillir des étudiants du BTS Coutances Nature, de faire de la cueillette et de la cuisine dans ce parc et de se régaler de petits beignets de fenouil et de consoude. Donc voilà, oui, ça a été une trajectoire, on va dire, continue, mais je ne vais pas trouver le mot, mais... Voilà. L'idée, je sais pas si ça... sur l'origine du projet, sur la manière dont il est arrivé finalement jusqu'à vous, pour que il vous amène jusqu'à Pirou pour faire cette très belle réalisation qui est à nos côtés. La manière dont on voulait travailler aussi avec Thibaut, on en avait parlé un peu au préalable. L'idée, c'était d'être présent le plus possible, de faire des vraies sessions. Donc on était présent, c'était des sessions d'1 semaine à chaque fois, de manière à prendre le temps de mesurer la météo, de rencontrer les gens, parce qu'un tel ne travaille pas le mercredi, on le verra ou mardi ou jeudi, c'est pas grave. Enfin, on était là. Ça, c'était vraiment important, d'observer, de faire effectivement un état des lieux, d'observer la manière dont les gens vivaient le parc ou ne le vivaient pas. Aussi, c'est intéressant. Les gens qui ne vont pas sur un espace, faut essayer de deviner pourquoi. Et donc cette manière de travailler finalement avec la commune de Pirou aussi, qui était partant pour une aventure, parce que c'était quand même une vraie aventure, c'était pas banal, pas commun, et c'était l'idée aussi d'un travail d'équipe avec les allers-retours avec les services techniques, les habitants. On voulait vraiment mélanger se rencontrer à beaucoup pour prendre un maximum d'informations et prendre le temps de faire les choses. Ça nous semblait vraiment crucial, c'est tout. Alors j'ai vu aussi dans cette manière d'associer aussi les habitants, futurs usagers qui étaient là avant vous, qui seront là forcément après, qui vivent le lieu et tout ce qui entoure le lieu. Tout au long de l'année, il y avait ces fameux workshops que vous avez animés avec des thèmes au fil des saisons, etc. Est-ce que vous avez senti d'emblée les habitants de Pirou participer à cet temps fort? Est-ce que finalement c'est la curiosité qui a réussi à emballer les habitants pour les faire venir au fur et à mesure? Voilà, comment s'est fait cette accroche? L'idée au début, c'était déjà de mettre au courant les gens, et on se demandait à un moment où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on passe par Facebook et tout ça, puis on s'est dit on va essayer d'être plus rapide que Facebook, c'est-à-dire on va faire parler finalement les cancans tout simplement. Donc, on va faire jaser. On a décidé de fabriquer des grands objets qui ne servaient à rien,
qui pour nous ressemblait aux oies ou faisait mention de la légende des oies du château de Pirou, et de jalonner l'espace. Alors ça parlait aussi du cheminement de l'eau depuis la parcelle jusqu'à la mer, et on jalonnait l'espace de ces grands objets qui ne servaient, il fallait vraiment qu'on voit que ça ne sert à rien du tout. Et un objet qui ne sert à rien, forcément, ça fait jaser. Ça nous faisait plaisir de faire jaser aussi. Et on a commencé le matin, le soir même, tout Pirou était au courant qu'il se passait quelque chose. Et ça nous plaisait en ça. C'était une manière de publicité, de rendre public une action. On ne savait pas où on allait, mais on savait que voilà, on mouillait le maillot et on y allait. Ils sont taquins, hein, vous remarquez. Et alors, effectivement, donc, vous avez été plus vite que Facebook. Ça, bravo, il faut le faire. Mais si j'ai bien compris, en fait, le fait d'implanter ces oies, ça vous a apporté aussi des éléments de compréhension de comment fonctionne l'endroit. Oui, c'est ça. Alors déjà sur le climat, parce qu'on a fabriqué, c'est ce qu'on appelle nos oies, là, avec des becs en double couche de zinc, bien vissés, bien rivetés, bien costaudes. Et nos becs d'oies se sont fait lacérés, déchirés, déchiquetés par le vent très vite. Donc ça nous a donné le ton un peu du climat. Thibaut et moi, on venait du Havre, c'est une ville où il y a de l'air aussi. Enfin voilà. Mais là, il y avait encore plus d'air à Pirou. Donc on s'est dit, bon, va falloir qu'on fasse avec de temps en temps le vent. Voilà. Et c'était très bien. Et ne serait-ce que dans l'implantation aussi, parce que dans l'implantation de ces oies, qu'on fichait en terre avec des fiches métalliques comme ça, évidemment, il n'y avait pas de fondation ni quoi que ce soit. Parfois, on avait un sol qui s'enfonçait tout seul. On posait le loucher, ça s'enfonçait. Et de temps en temps, on tombait sur une roche qui était à 4 cm. Il devait y avoir 4 cm de couche de terre arable à tout casser. Et donc, ça nous donnait très vite des informations sur le vent, sur le sol, sur pas mal de choses, en fait. Et sur les gens. Et donc ça contribue évidemment à ce fameux état des lieux dont on parlait tout à l'heure, qui est un moment décisif, en tout cas préalable à toute réflexion sur l'aménagement, même si j'aime pas beaucoup ce terme-là, sur le ménagement de l'endroit, sur sa manière de le dessiner. Ce qui est intéressant, et c'est vrai, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est que l'état des lieux se fait tout le temps, et c'est ce qu'a dit Camille, mais il se fait, on lance des balles, ça revient, et à nous de les relancer, ou d'en relancer plusieurs, ou de la garder, de la poser, et de relancer autre chose. Donc oui, c'est la même chose, c'est exactement la même démarche. Alors avec ce lieu à côté, ou avec d'autres, on a des résultats différents et complètement inattendus. Et c'est en faisant ça qu'on expérimente et qu'on redécouvre le lieu avec un nouveau regard, quoi, inattendu. Et alors, notamment sur ce lieu particulier, donc on a parlé du vent, vous avez parlé de l'eau, qui est évidemment omniprésente ici. Il y a aussi la flore. Et alors, quand on n'est pas un spécialiste, on pourrait se dire, il n'y a rien ici. Alors qu'en fait, quand on regarde bien, finalement, tout est là, tout est déjà là. Alors comment on arrive à se distinguer finalement dans vos métiers, mais c'est peut-être aussi soit c'était déjà à l'origine dans la manière dont vous avez créé votre activité, ou est-ce que c'est venu au fil de l'eau? Comment on s'approprie finalement ce vivant, cette banque de graines qui existe dans le sol naturellement? Et on explique aux gens qu'on va faire avec ce qui est là plutôt que de ramener des plantes exotiques, un peu finalement exogènes. Comment on arrive à convaincre que tout est là? Ou presque tout. Allô. Bon, si, ça fonctionne. Alors, une petite nuance, tout n'est pas là. Okay. Et tout dépend aussi finalement de quelle latitude on laisse aux vivants de s'exprimer. Donc si qu'on est arrivé, on était plutôt sur une prairie de fauche qui était fauchée, je pense que dès le mois de juin-mai. Donc on n'avait pas forcément une expression avec un cortège floristique qui était vraiment très riche. Donc un des sujets, ça a été aussi de laisser le vivant s'exprimer
pour montrer un peu ses qualités, lui laisser l'opportunité d'aller au bout de ses floraisons, qu'on ne soit pas obligé d'intervenir trop rapidement. Donc pour mieux évaluer ce cortège-là. Nous, à titre, dans toute... voilà, je reste paysagiste, mais je ne suis pas naturaliste ni botaniste. Donc on s'est fait accompagner du naturaliste Peter Stalegger, qui était aussi nos yeux pour mieux identifier justement la spécificité de tous les milieux qui étaient présents, notamment au niveau de toute la faune. Donc suivre Peter les yeux fermés, c'est hyper intéressant parce qu'il sait d'un coup révéler aussi un paysage sonore et habité que sans être éduqué justement à cette connaissance, on ne perçoit pas. Donc c'est la même chose aussi pour le végétal. Si on n'a pas ce regard éduqué, c'est difficile en fait, de le considérer. Donc c'est à la fois considérer la plante, mais aussi considérer la plante dans son cycle végétatif et la comprendre dans son environnement. Et pour revenir à la question du droit à l'erreur qui a été évoquée précédemment, c'est le fait que le vivant, il se renouvelle et il nous autorise à faire des erreurs. Et vu qu'on a la possibilité à la saison prochaine de se rattraper et de faire mieux, donc en ça c'est intéressant. Juste une petite anecdote aussi, on s'est amusé à un moment, quand on s'est amusé, on a fait beaucoup de paillage pour engager des plantations sur toute une lisière du parc. Et du coup, en faisant venir du paillage qui servait à pailler les carottes des maraîchers de Créance ou de Pirou, on a embarqué tout un cortège de plantes qui s'essaimaient dans les dunes, et donc qu'on a embarqué avec nous en prenant ce paillage. Donc voilà, vous avez aussi ici à droite des achillées qui sont plutôt dunaires, mais qui ont été transportés et qui sont venus jusqu'ici par notre action, mais ce n'était pas voulu initialement. Oui, puis fort de ça, donc on voit ces achillées, il y en avait elles changeaient de couleur en fait, elles allaient du rose au blanc, elles étaient magnifiques, elles sont venues par milliers, donc on ne les a pas toutes gardées, mais on les a plutôt gardées, sachant qu'elles sont dans un endroit qui ensuite est amené à s'ombrager. Elles vont disparaître petit à petit ou déménager. Et donc c'est aux jardiniers en place, aujourd'hui, de les reconnaître, de dire, de les encourager ou de les décourager, de jouer avec, d'écouter les gens, dire j'aime pas, je suis allergique, est-ce que je peux faire un bouquet pour mamie, tout va bien. Et donc c'est aux jardiniers en place aujourd'hui de gérer aussi ce type de population et en tout cas, d'avoir forcément un œil bienveillant sur le végétal, quel qu'il soit. On ne désherbe pas si on ne reconnaît pas. D'abord, on identifie, ensuite on choisit, on laisse le temps, on se laisse le temps, on laisse le temps à la plante aussi. Je veux dire, une ortie n'est pas systématiquement gênante. Voilà. On peut faire du très bon pesto avec les feuilles d'ortie, les jeunes feuilles d'ortie. Donc faut pas s'évertuer à enlever systématiquement toutes les orties. Donc, et après, c'est vraiment un jardinage et c'est en fonction des saisons et de l'évolution d'un parc. Alors justement, comme on parle du jardinier, vous m'avez dit il y a quelques jours, finalement, c'est quand tout est fini que tout commence. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça c'est vraiment, vraiment important. C'est souvent ce qui se passe dans les marchés publics. On termine un parc, on boit une copinette de champagne, c'est fini, on s'en va. On n'a plus notre mot à dire, on ne sait même pas qui va jardiner le parc. En fait, c'est vrai, ça c'est complètement dramatique. On sait pas qui va jardiner. Est-ce que c'est la commune? Est-ce qu'il va y avoir, je sais pas, un appel d'offres? Est-ce que c'est une entreprise qui va être prise? Est-ce que ça va pas être le moins 10 ans? C'est souvent le cas. Et on sait pas ce que va devenir cet espace-là. Donc il ne s'agit pas de garder la main mise sur. Il s'agit de faire en sorte que le relais soit assuré. Et il ne s'agit pas ensuite de s'y connaître, il s'agit juste de s'y intéresser. Une personne qui prend en charge un espace, même si elle n'y connaît pas grand-chose, si elle est bienveillante, qu'elle écoute quelques conseils, c'est mieux que quelqu'un de diplômé qui n'est pas motivé. Ouais.
Donc ça, c'est vraiment... Enfin voilà, avec Thibaut, on a aussi... Avec Thibaut, avec Madame la maire, avec Monsieur Camille Fava, on a travaillé pour qu'une relève soit assurée. Que la relève soit assurée, c'est intéressant cette approche. Alors peut-être pour le plaisir, partager quelques très belles photos de ce parc, notamment des photos qui montrent le travail que vous avez fait pour intégrer aussi des matériaux qu'on pourrait qualifier de rustiques. Okay, s'ils ne le sont pas peut-être au sens propre de la définition, mais on trouve voilà, un effort à la fois dans la méthode. Certains gros engins ont été utilisés, mais il y a quand même beaucoup de travail à la main. Beaucoup de travail, voilà, je vous ai vu beaucoup les mains dans la terre, finalement assez peu d'engins pour le travail réalisé. Et ça, c'est du temps humain et ça contribue aussi à l'adhésion de chacun. Beaucoup de fibres, beaucoup de bois, beaucoup de paillage. Voilà, je vous ai vu sur ces photos que vous pouvez voir derrière moi, très, très belles, qui illustrent aussi cet effort de respecter le lieu, en tout cas, et d'arriver finalement à pas feutrer. Bon, disons, on intègre des choses parce qu'on l'aménage, mais finalement, on le fait de manière assez sobre et assez rustique. Cette photo aussi évoque beaucoup ce que vous évoquiez tout à l'heure, la notion aussi d'amener les écoles, d'amener les habitants, d'amener finalement, une fois que le parc est terminé, alors il n'est pas terminé puisque vous me disiez tout à l'heure que c'est quand tout est terminé que ça commence, mais est-ce que maintenant on voit une adhésion des habitants de Pirou au parc? Est-ce qu'on arrive à mesurer de quelle manière ils se sont appropriés l'espace nouvellement aménagé ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Je sais pas, je peux pas répondre à cette réponse, mais tout à l'heure, on était tous sur la terrasse, on profitait du soleil, et il y avait un cycliste habillé d'une manière très très professionnelle. Enfin, j'y connais rien, mais il était très impressionnant. Il avait un super vélo, et plutôt, moi je trouvais que ça ressemblait à un vélo de course. Enfin, c'était pas un VTT. Et il sillonnait le parc, il s'était fait, il s'entraînait pour je sais pas quel sport, où on court aussi avec son vélo sur l'épaule, et il prenait les talus, la zone humide, enfin voilà, et il n'arrêtait pas. Et rien que ça, c'est un usage, enfin ça suffit, on peut faire un parc rien que pour ça. Je trouvais ça magnifique. Et c'était presque surréaliste de le voir là, habillé avec la mode, la plus design je sais pas, c'était pas, il n'était pas en coton ou en velours, hein, il était habillé hyper aérodynamique, tout ça, et il sillonnait ce parc, et c'était vraiment chouette. Et puis et ça c'était entre guillemets au premier plan, même si sillonnait toujours tout le parc. À un moment il y a eu une sortie d'école, et puis il y a les piou-piou qui sont partis au fond, là, qui sont passés évidemment au jeu des oies quand même, et puis après qui rentraient. Et est-ce que c'est pas ça la naissance de l'usage d'un parc? Mais juste pour compléter, le fait qu'on ait dans notre mode d'intervention fait une sorte de résidence chantier, un peu comme des résidences d'artistes, sauf que là c'est une résidence chantier où on vient intervenir sur un site. On se donnait comme obligation avec Marc de pouvoir restituer à chaque semaine un livrable et aussi présenter. Donc c'était d'une manière l'occasion de faire comment tu dis, pas une réception, Un arrosage, une célébration. Non, quand tu réceptionnes un chantier. Non. Un apéro. Bon, voilà. Bon, ça va venir, peu importe. Pas une réception, mais quand c'est institutionnel, c'est une... Bon, voilà, ça va venir. Bon, peu importe. Mais en tout cas, l'idée, c'est de faire un aller-retour régulier et permanent. On parlait tout à l'heure du diagnostic, mais c'est de restaurer toujours un contrat, aussi bien nous avec les élus sur ce qu'on présente, mais aussi un contrat qui est à chaque fois renouvelé avec les habitants. On vous a présenté ça, vous êtes content. On accueille au fur et à mesure de la construction du projet les retours sur un aménagement successif, et ce qui permet à chaque fois de réorienter la trajectoire du projet et du programme. Donc je pense que peut-être Monsieur Camus et Madame le maire seront plus à même de répondre sur la fréquentation, mais je crois qu'on a de très bons échos. Ok. Bon, en tout cas, je vois que... Alors,
peut-être juste nous arrêter, mais je vois que vous travaillez aussi sur la notion du jardin qui se mange. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Hein. Un jardin, ça se sent, ça se regarde, ça s'observe et ça peut se manger aussi. Donc c'est aussi intéressant de pouvoir inviter les habitants, les usagers à redécouvrir par ces temps sur le terrain que finalement dans un jardin on peut aussi découvrir de nouvelles saveurs. Et puis finalement les oies, elles sont restées là sous une autre forme. Elles ont réussi à s'implanter définitivement autour de l'aire de jeu. Peut-être maintenant une série de questions pour chacun d'entre vous. Vous avez le micro retombe automatiquement dans la main de François. Peut-être parce que je vais poser une question justement sur les étudiants, c'est peut-être pour ça. Vous avez tous les quatre une approche, je trouve, quand même très novatrice du jardin. Si votre travail et votre chemin est en quête de rusticité, votre approche, je trouve, est quand même assez innovante. Vous êtes aussi enseignant. Comment vos étudiants aujourd'hui reçoivent ces façons d'appréhender le jardin et le paysage? Ils sont plutôt surpris ou curieux, enthousiastes? Les étudiants, comme la plupart des gens, c'est des gens bien. Donc ils sont... Non mais je dis pas ça parce que j'étais encore avec eux ce matin et que j'y serai demain matin. C'est des... Les jeunes, on les critique beaucoup, mais ils ont aussi beaucoup à nous apprendre et leur esprit d'ouverture, il est vraiment très étonnant. Quand on leur apprend à imaginer, à dessiner et à tester, à planter, à cultiver, à faire avec les gens, à être maladroit et à accepter cette maladresse et à rebondir et à faire ses allers-retours, ben ils aiment beaucoup. Parce qu'on leur donne l'occasion d'expérimenter et de faire leur propre chemin. Ça, ils adorent ça. Et les enseignements qu'on fait sont maintenant, tous les cours, toutes les sessions de cours, tous les groupes de cours sont basés sur des projets individuels où on a cette démarche. C'est très difficile à faire passer auprès de l'administration, par contre. Auprès des étudiants, ça va très bien, parce qu'ils comprennent bien qu'ils ont l'occasion de se tester et d'expérimenter. Et ça, c'est vraiment la façon par laquelle on les emmène très loin. Et ils nous emmènent très loin, parce qu'ils nous apprennent des choses sur eux, mais aussi ils nous font découvrir d'autres parties qu'on ignorait, nous, sur les lieux et même sur nous-mêmes. Ils sont un peu chiants, quoi. Mais bon, ils nous remettent en cause. Par contre, donc, les étudiants acceptent très bien, mais c'est un peu le monde installé qui est beaucoup plus difficile à manœuvrer. On a, à la sortie de l'école, des grosses agences qui souvent avalent ces étudiants et qui vont les reformater. Et là, on retombe durement, quoi. Alors, ce qu'on s'aperçoit progressivement, c'est que les jeunes qu'on forme avec par exemple, l'atelier Conduire le vivant qui existe depuis 16 ans, maintenant, ils vont de moins en moins dans les agences où ils y vont un petit peu pour gagner des sous, puis après, ils font leur propre chemin, ils font leur propre agence, ils font leur propre collectif et ils innovent à leur façon. Donc, auprès des étudiants, ça passe très bien, cette démarche. C'est optimiste. Moi, j'entends bien que tout le monde ne se laisse pas formater. Surtout les vieux. Oui, je crois qu'il y a quelques jeunes qui ne se laissent pas formater, là. En tout cas, ils se reformatent eux-mêmes. Bon, moi aussi, je suis enseignante, mais depuis moins longtemps que toi. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, je ressens quand même une grande curiosité. Et puis, on a quand même des gens... je veux dire, moi-même, sans être aussi jeune qu'eux, il y a quand même une crise sociale, environnementale, et qui nous tombe dessus depuis les années 70, mais quand même. Et donc eux, c'est vrai qu'ils se la prennent en pleine poire, il faut le dire. Et donc je pense qu'ils ont besoin, ils sont curieux d'alternatives. Curieux, le mot est peut-être un peu faible, mais on sent quand même que ça les intéresse en fait tout ce qu'on raconte. Et je voulais revenir sur le fait que, c'est vrai que quand moi j'entends que c'est une pratique du métier qui est innovante. C'est pas trop le ressenti que j'ai, moi, parce qu'en fait, c'est vrai que nos professeurs, il y en a
il y en a qui sont à la retraite depuis très longtemps, en fait. Et donc, c'est des gens qui travaillent comme ça, dans ce sens-là, depuis très longtemps. Je pense ça pouvait être une traversée du désert à un moment donné. Et qu'en fait, il se trouve que là, maintenant, en fait, tout ça fait écho en fait, à ces, je sais pas comment les dire, là, mais à ces crises qu'on traverse. Et d'un coup, ça a l'air d'être nouveau, sorti du chapeau, mais en vrai, ça fait très longtemps. Ça convoque des savoir-faire et aussi, en fait, c'est une école de pensée, quoi. Et voilà, si vous me voyez avec la déférence que j'ai pour mon ancien prof, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, et toi-même, tu as eu des enseignants. Mais c'est pas de la fausse modestie, c'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose comme ça, vraiment de la transmission, matinée d'humilité aussi, et puis de tenir quelque chose, de se le transmettre en fait depuis bien des années, quoi. Et voilà. Mais il se trouve que c'est chouette d'être paysagiste avec cette manière de faire à notre époque, quoi. Ça commence à être reconnu. Merci pour ces réponses. Vous souhaitez répondre? Non? Ouais, concernant le travail avec les étudiants, Thibaut et moi, on a souvent des stagiaires. Et la manière dont on travaille, la manière dont on a travaillé aussi sur le parc du Pirou, ça a permis à ces stagiaires, je pense, d'apprendre beaucoup de choses. Comme disait François, les étudiants nous apprennent des choses, peuvent avoir une bonne idée. Et avec notre manière de travailler, la bonne idée, l'étudiant, il l'a le matin, 24 heures après, elle est sur le terrain, construite, c'est fait. Et ça permet de faire avancer le dossier global. L'étudiant en question, j'ai en tête une photo de Claire quand on avait fini le petit pont en bois là, qui est sur la droite. Une étudiante, là, Claire, qui n'est pas là, mais qui vit sa vie de paysagiste maintenant. Et elle était plus que fière. Elle avait construit un pont. Voilà, c'était un petit pont en bois, mais elle avait construit un pont. Et elle avait réfléchi sur la structure du pont. Ce pont-là, qui avait une certaine portée, entre guillemets, on avait construit avec une structure en sous-face qui reprenait certains pieds des oies qui avaient été cassés par le vent ou démontés. Et quand on avait lancé le chantier des oies, il y a quelques personnes qui n'étaient pas contentes de l'aventure. Madame la maire avait fait une lettre ouverte pour expliquer qu'un jour ces oies seraient récupérées. Le bois, en l'occurrence, 3 ans après, on récupère le bois de ces oies qui aujourd'hui portent les passants qui traversent la rivière. Et ça avait été réfléchi avec Claire. Et voilà, c'était très simplement quelque chose qui marchait finalement. Et une bonne idée. Et j'ai encore le visage de Claire qui était rayonnante. Sa fierté d'avoir contribué à la réalisation de ce pont. Je vais vous laisser le micro, Marc, parce qu'il y a une question qui me taraude. Jardinier ou jardiniste? Oui, jardiniste, c'est un terme qui a été, je crois, inventé par un bonhomme qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre, qui avait des terres et un manoir, et qui s'intéressait tout simplement à son territoire. Et il se demandait comment on pouvait savoir quelque chose, appliquer ce savoir dans le monde du jardin, en enlevant toute sensibilité. Et il trouvait que c'était impossible, donc il fallait être un peu artiste, et c'est lui qui finalement a lié le mot jardinier et le mot artiste. Et je trouve que quand finalement on essaye de faire quelque chose, on jardine, on fait du mieux possible, et plus ou moins instinctivement, on compose quand même. Et du coup, on est quelque part artiste. Et voilà, moi je crois que c'est quelque chose que j'assume aussi. C'est le côté un peu conception artiste, effectivement, mais jardinier, donc jardiniste. Très bien, ça me va très bien. Et ça correspond aussi au travail que vous avez fait sur les oies. C'est aussi une œuvre d'art, elle est posée là et elle provoque. Et voilà. Très bien.
Vous avez les uns et les autres abordé le rôle déterminant finalement à long terme du jardinier qui est là et qui suit votre travail. Et vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, dans la manière dont sont conçus les marchés, finalement, il n'est pas prévu finalement de permettre cet accompagnement au-delà. Et alors, si je pousse le fil encore un peu plus loin, qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans cette manière dont les marchés sont ficelés ou montés pour pouvoir permettre une approche un peu plus innovante? Comment on peut... Ne lançons pas le micro, pas tout de suite. C'est un débat qui tient beaucoup et avec lequel je m'énerve beaucoup, et je m'énerve beaucoup contre d'autres praticiens. La loi n'a pas prévu, mais la loi n'a pas interdit. Et finalement, ce qui nous contraint le plus, c'est des habitudes, une espèce de carcan d'habitudes qu'on se trimballe et dont on n'arrive pas à se débarrasser. La loi maîtrise d'ouvrage public n'interdit pas du tout à quelqu'un qui imagine un espace, qui le dessine, ne lui interdit pas du tout de passer à la réalisation avec le cantonnier du coin, avec une association ou avec des étudiants ou avec des élèves de l'école primaire. La loi est très souple. Ceux qui nous dirigent ont fait des lois pour administratives et concurrentielles. Les principes de la loi, c'est toujours respecter la concurrence. Donc celui qui, à chaque étape, on doit toujours remettre les choses en concurrence. Mais à partir du moment où les choses sont très clairement établies et où la démarche est clairement annoncée, et on sait qu'on va aller jusqu'à une réalisation et que les élus sont au courant de cette démarche et qu'ils l'acceptent, parce que tout le monde ne l'accepte pas, mais s'ils ont la sagesse de l'accepter, il n'y a pas distorsion, il n'y a pas de biais par lequel on est à la fois entreprise de réalisation et concepteur. On est dans la continuité d'une œuvre, de la conception et de la réalisation d'un espace, et donc la loi ne l'interdit pas. Simplement, il y a des habitudes, des schémas qui sont dans la tête, qui sont très difficiles à enlever. Et quand on prend... Nous, on a travaillé, par exemple, quand on a réfléchi sur le manifeste, sur l'article qui ouvre notre bouquin, on a travaillé avec une juriste qui nous a dit non, c'est bon, on est complètement dans l'esprit de la loi à partir du moment où les choses sont clairement annoncées et on sait qu'il y aura une réalisation sous forme participative, etc., ou autre, et il n'y a pas d'interdit. Sous réserve en fait qu'il y ait une formulation qui soit clairement exprimée au début, voilà. Et toute la question en fait c'est de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la question de l'aménagement ou des commanditaires à cette question-là pour se dire il existe différentes manières d'aborder la question du projet de paysage, pour pas dire l'aménagement, et qu'il faut s'autoriser à pouvoir ouvrir des voies qui paraissent les plus pertinentes au projet qu'on souhaite, ou en tout cas à la démarche ou l'état d'esprit dans lequel on veut travailler. C'est ça, il faut que les choses soient clairement annoncées, qu'il n'y ait pas enfin, la pire des choses, c'est de dire allez, on va engager une équipe pour faire un avant-projet. Puis après, on engagera une autre équipe pour faire un projet. Puis après, on aura des entreprises qui vont réaliser. Ces saucissonnements-là, c'est des pertes d'informations énormes. Et les gens, à la fin, ils ne savent même pas qu'est-ce qui a été imaginé par les premiers. Et tous les contacts sont perdus. Donc, il faut arriver à convaincre les élus, quand ils sont les commanditaires, ou les privés, quand ils sont les commanditaires, qu'il y a besoin d'une continuité et il faut faire confiance. Alors, c'est peut-être pas commencer sur l'ensemble d'un lieu qui est trop grand, c'est peut-être commencer par des petits bouts, se tester mutuellement, parce qu'il faut qu'il y ait faut que ça marche. Enfin, vous avez expérimenté ça. Il faut pouvoir s'écouter, mais on a des bons résultats. Et la preuve, elle est sous nous. Enfin, quand il fait jour, elle est sous nos yeux. Moi, j'ai entendu aussi François nous dire à l'instant, il faut faire confiance. Alors, je crois que c'est un terme très important, puisque dans les collectivités, on a souvent l'habitude aussi d'essayer de serrer le cadre très très fort parce qu'on ne veut pas prendre de risques, et ça peut se comprendre à plein d'égards.
mais il y a aussi une certaine limite pour pouvoir permettre de faire des choses qui soient belles et réussies avec une continuité aussi des différents intervenants. Il faut aussi desserrer le cadre et faire confiance, et c'est là que le rôle des CAUE peut devenir absolument décisif quand on sait se tourner vers le CAUE, ce qui n'est pas encore le cas de toutes les collectivités malheureusement. Avant qu'on ouvre effectivement le temps d'échange avec la salle, j'ai une dernière question qui peut s'adresser à chacun d'entre vous. Certes, vous insistez sur le fait que vous n'êtes pas là pour concevoir des projets qui sont immuables. Les choses peuvent changer, elles peuvent bouger. De toute façon, l'état des lieux, il se fait tout le temps. Il n'arrête jamais. Quand le chantier finalement est fini que tout commence. Mais finalement, il y a quelque chose qui va nous dépasser un peu, c'est cette notion du changement climatique, et en particulier sur des territoires comme la Manche, par exemple. On sait que la submersion marine, finalement, va toucher ce siècle. On ne sait pas si c'est 2050, 60, 70, mais la submersion va toucher ce siècle. Donc les aménagements, les jardins vont forcément être, eux aussi, plus ou moins inondés, submergés. Comment vous appréhendez cette notion de la submersion marine par rapport au projet que vous menez ? Moi, je suis assez serein par rapport à ça parce que j'y pense tous les jours. J'habite dans une zone inondable. Heureusement, il y a un premier étage, mais je sais que le rez-de-chaussée, d'ici quelques années, il va falloir que j'enlève mon atelier ou que je rehausse tout. Voilà, alors c'est un vrai atelier qui est un peu haut, donc je vais pouvoir rehausser les choses au fur et à mesure de la montée des eaux. Je ne suis pas inquiet pour Dame Nature qui va évidemment parfaitement s'adapter. Après, je pense qu'on peut avoir une intelligence de projet. Il y a des gens qui vont devoir déménager, tout simplement. Il va falloir faire avec. Je pense qu'il ne faut surtout pas lutter. Ensuite, il doit y avoir plein de choses, plein de professionnels qui vont savoir gérer ça. Il va falloir par contre en parler aux gens. Il va falloir aussi que les élus, là au Havre, en fait, il faudrait clairement que les services techniques disent aux gens de rehausser toutes les installations électriques, à minima. Voilà. Je connais quelqu'un qui est très haut placé à la mairie du Havre qui dit on n'ose pas le dire, on n'a pas le message, on n'a pas le feu vert pour le faire passer, mais c'est quelque chose qu'il va falloir faire, clairement. Pas plus, hein, on ne déménage pas encore, on rehausse juste les installations électriques. Mais ça, c'est déjà politiquement, c'est déjà compliqué. Voilà. Et dans les aménagements, les choses vont se faire petit à petit. Mais c'est une contrainte ou une donnée en plus, c'est tout. C'est pas une fatalité, je crois. Je crois que c'est vraiment pas une fatalité. De toute façon, le paysage a toujours bougé. Pour moi, c'est pas une fatalité. Donc plutôt de la sérénité, et c'est pas de la fatalité chez Marc. Moi, j'inviterais, s'il y a des personnes qui sont un peu inquiets, peut-être d'aller visiter d'autres pays. Je sais pas, aller en Floride, faire un petit tour là-bas pour voir comment on s'adapte dans des territoires qui se prennent tous les 5 ans un ouragan. Ça reste des territoires qui sont habités, mais du coup, c'est sûr que les modes d'habiter sont différents. C'est-à-dire qu'on provisionne pour reconstruire tous les 5 ou 10 ans. Donc en fait, voilà, c'est un moment, si on veut continuer à pouvoir investir des lieux auxquels on est attaché ou voilà, qui sont contraints par les éléments, ça va nécessiter de changer de référentiel, de changer ses habitudes, ses manières de penser sa relation aux éléments, peut-être pas être dans un rapport dur, je veux dire de posture fixe, mais plutôt de composer avec les éléments, quoi. Moi non plus, je suis pas trop inquiète. Enfin, si je suis inquiète, on va dire globalement sur cette question, oui, d'avoir des migrations de population, puis des gens qui peuvent plus forcément habiter là où ils sont pour l'instant. Mais par contre, c'est vrai qu'en tant que paysagiste, on peut être utile en fait. On est en capacité en fait d'inventer ou de remettre à l'ordre du jour cette capacité comme ça de résilience, notamment d'un sol, et puis de désimperméabiliser. Ça, c'est un truc qu'on sait bien faire et puis qu'on aime bien faire, et puis qu'on a appris à faire aussi de manière bien rustique, de manière assez
de rendre fertile un sol, de rouvrir un sol, ça c'est quelque chose qu'on a bien appris. Donc voilà, en tant que paysagiste, je pense qu'on peut être utile sur ces questions-là. On va, nous, doucement, terminer cette table ronde. Je voudrais déjà très très sincèrement vous remercier pour vos propos. En tout cas, moi j'ai été touchée par de nombreuses choses. Vous m'aviez à peu près, je crois, tous cités quand on avait échangé pour préparer cette table ronde. Gilles Clément, alors je voulais partager avec vous cette petite phrase que vous connaissez vous, mais peut-être que tout le monde ne connaissait pas. Pour faire un jardin, il faut un morceau de terre et l'éternité. Je pense que ce sujet du morceau de terre et l'éternité, vous l'avez partagé à travers vos propos ce soir. Peut-être pour clôturer cet échange, est-ce que chacun d'entre vous pourrait, pour le mot de la fin, nous partager soit son prochain projet, soit son coup de cœur ou son coup de gueule. Voilà, je vous laisse toute la liberté. En une phrase chacun, votre prochain projet. Ça peut être l'arrivée du livre, par exemple, si ça peut vous aider. Ça peut être l'arrivée du livre. Je ne vais pas donner des coups de gueule parce qu'ils viennent trop vite. C'est des travaux ou des idées qu'on mène avec d'autres, avec une association, parce que j'habite à Chartres, donc une association Beauceronne. C'est des projets sur des lieux tout simples. Planter des arbres en Beauce, c'est pas du tout simple. Et c'est ça, moi ça me tient à cœur, parce que c'est vraiment des... Alors ça paraît rien pour vous qui avez beaucoup d'arbres, beaucoup d'herbes, mais pour nous, Beaucerons, ça représente énormément. Et c'est très révolutionnaire. Et c'est ça me tient beaucoup à cœur. Et ce qu'on va faire en commun avec l'association cet hiver et les hivers prochains. Donc c'est des choses vraiment basiques, mais c'est les meilleures, je trouve. Moi, je vais juste revenir sur Gilles Clément. C'est vrai qu'on nous en parle beaucoup. Voilà, mais moi j'ai son expression que j'aime bien, moi, c'est quand il parle de partage de signature. Et lui, il parle de partage de signature du projet, mais il parle du partage avec le vivant. Et moi, je pense que je peux dire ça pour nous quatre et puis tous les autres qui bossent comme nous, avec nous, qu'on prolonge cette question du partage de signature, mais on le fait aussi avec les habitants, les services techniques, les services espaces verts, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage. En tout cas, moi, c'est quelque chose, c'est pour ça que je fais ce métier, ça me plaît en fait de faire du projet comme ça, à plein de mains. Ouais, ma petite phrase coup de cœur, c'est le fait que des projets comme ça permet de faire des rencontres, des très belles rencontres. Donc, par exemple, Philippe Caron, qui est ici présent dans la salle, qui a un très beau jardin à l'essai que je vous invite à visiter. Voilà. Donc, Philippe, on s'est rencontrés par hasard au début du projet, mais par curiosité d'aller visiter son jardin, qui m'a amené à visiter aussi d'autres jardins de ses connaissances avec d'autres jardiniers formidables qui sont derrière lui. Voilà, donc je vous invite aussi à aller visiter ces jardins. Et puis ce projet-là, voilà, il amène aussi à rapprocher des fois là, peut-être des gens, peut-être pour des questions un peu d'aménagement, on ne se rencontre pas forcément, mais on a été ravis que Peter, la dernière fois qu'il était venu, soit accompagné d'amis de Manche Nature, avec qui on a pu faire une balade dans le site, faire des observations ensemble, et puis voilà, se réunir aussi autour de projets où on se dit finalement c'est possible d'intervenir sur un site et d'avoir des bons résultats. Donc moi je suis ravi en tout cas dès qu'on peut se réunir et progresser collectivement sur différents sujets. Et là, le parc qui existe aujourd'hui, c'est que le début. Il va y avoir plein d'autres interventions qui vont se faire par on ne sait pas qui. Et c'est bien. La seule chose qui faille, finalement, c'est que les intervenants se sentent concernés. C'est tout. Quel que soit leur niveau, quel que soit leur... voilà, il faut être concerné. Il ne s'agit pas de répondre à un marché, il ne s'agit pas de... Enfin, je sais pas, ou d'être le moins 10 ans, ou d'être... il faut juste être concerné. Voilà, je crois. Et donc... forcément impliqué. Concerné, impliqué, ça sera donc le mot de la fin. Je vais les applaudir chaleureusement.
Et donc aussi pour reprendre Camille, donc de célébrer aussi le vivant qui est à côté, qui a besoin aussi de toute notre attention, puisqu'on partage la signature avec le vivant. Donc voilà, je considère que vos applaudissements valent aussi pour le vivant qui nous entoure. Voilà, merci pour cette soirée, merci au CAUE pour cette initiative, merci à la ville de Pirou pour son accueil, et donc bonne soirée à tous.